Oui, bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit problème technique, comme on dit. Mais écoutez, très heureux de vous accueillir pour cette 10e édition de la GIFIE, Journée française de l'ingénierie des exigences. Et oui, nous soufflons nos bougies cette année. Donc, j'ai partagé mon écran pour vous présenter euh, quelques petits slides avant, évidemment, le début de ces premières présentations. Hop, c'est parti. Je pense que vous voyez mon écran à présent. Donc, comme je vous le disais, c'est cette 10e édition, supportée par le Comité français du test logiciel, bien évidemment. 3 jours. Alors, faites attention, vous êtes beaucoup, on est 340 personnes aujourd'hui à s'être inscrits à ces présentations. Et vous êtes beaucoup inscrits sur la première journée, et je pense que certains ont oublié de s'inscrire également sur la deuxième et troisième journée, puisqu'il faut s'inscrire sur les 3 journées individuellement pour pouvoir participer aux 3. Alors, passons au transparent suivant, s'il va bien. Comme ceci, voilà. Donc, très rapidement également, avant toute chose, et vous présenter cette journée, je vais vous dire que cette journée est organisée par le groupe de travail d'ingénierie des exigences du CFTL, Comité français du test logiciel, qui a pour objectif, plusieurs d'ailleurs, de professionnaliser le métier d'ingénierie des exigences, donc échange de bonnes pratiques, valoriser ce métier. Donc, il y a des enseignements qui sont faits également dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, l'organisation évidemment de cette GFIE. Et puis, il y a un travail également qui est fait autour des contenus IREB, au travers de la certification, des revues, des syllabus, bien évidemment. Sachez également que le groupe de travail, aujourd'hui, travaille sur un modèle de maturité d'ingénierie des exigences, qui pourrait être demain, évidemment, très intéressant. On se retrouve à peu près tous les mois, avec soit en visioconférence, soit en réunion présentielle, tous les 3 mois cette fois-ci. 12 personnes sont actives. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, on n'a pas le temps, d'autant que certains d'entre elles vont être présentes lors des présentations d'aujourd'hui. Donc, il y a 12 membres actifs aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes extrêmement divers et variés dans nos métiers, mais aussi dans les domaines d'activité, l'expertise qu'on peut avoir autour des systèmes d'opération, des systèmes embarqués, des systèmes sécuritaires, de la télécommunication, de l'IT, de l'agilité évidemment, et dans les formations également. Aujourd'hui, nous allons avoir 2 présentations. Donc, la première de cette présentation va être réalisée par Alain Ribaud et François-Xavier Delaunay, qui vont nous présenter les modèles d'exigence, comment utiliser et quels sont les bénéfices de ces modèles d'exigence. Et nous aurons, suite aux questions et également à l'évaluation qu'on vous demandera de cette présentation, également une deuxième présentation qui va suivre, réalisée par Guillaume Quérien et Stéphane Peccini, sur, cette fois-ci, utiliser les référentiels d'éco-conception de services numériques dans un projet. Alors, comme je vous le disais, vous aurez également, pendant la présentation, la possibilité, en bas à droite de votre écran, vous avez questions, de poser tout au long de la présentation des questions. Certains orateurs les verront et pourront potentiellement y répondre en direct, ou alors, on y répondra évidemment à la fin de la présentation qui dure 30 minutes. On va laisser 20 à 25 minutes de questions pour répondre à ces questions, bien évidemment. Vous avez surtout la possibilité de mettre un poids, donc de plébisciter les questions qui vous intéressent le plus, c'est-à-dire de préciser que cette question-là qui a été posée par monsieur X, peu importe, ça vous intéresse, et donc vous mettez un poids supplémentaire parce que nous allons prendre évidemment les questions qui ont le plus de poids pour évidemment répondre à vos attentes. Et puis à la suite de la première présentation, vous pourrez également l'évaluer. On vous donnera, vous avez également en bas un petit sondage, il y a chat, questions, sondage. Vous êtes beaucoup sur le chat pour l'instant. Et donc, vous pourrez évaluer également cette première présentation. Voilà, moi, j'en ai terminé. C'était juste une petite introduction. Je vais laisser la parole et vous souhaiter surtout une très bonne, entre guillemets, une pause de midi, entre guillemets, sur ce webinaire. Et commencer par, évidemment, monsieur Alain Ribaud et François-Xavier Delaunay. Je vais quitter, évidemment, le partage pour leur laisser la main et qu'ils puissent monter leur transparent. Alain, François, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran.
Hop. Donc, je pense que vous devez voir mon écran. Donc, bonjour à tous, Alain Ribaud. Je suis directeur technique de la société Carival. Je suis membre du comité français du test logiciel depuis plus d'une dizaine d'années, ainsi que dans le groupe d'ingénierie des exigences. Et donc, avec François-Xavier qui va se présenter tout à l'heure, nous allons parler de gabarit d'exigence. Donc, comment les utiliser, pourquoi les utiliser et quels en sont les bénéfices. François-Xavier, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc François-Xavier Delaunay, je travaille chez Valeo, équipementier automobile, et je suis responsable assurance qualité pour les systèmes et les logiciels qui sont embarqués dans les véhicules. Partie aussi du GTIE comme Alain. Voilà, on peut y aller. Ok, c'est parti. Donc, bon, comme je le disais, on va parler effectivement des gabarits d'ingénierie des exigences, mais on va commencer par un constat et donc qui va nous amener justement à dire ça serait bien d'utiliser les gabarits d'ingénierie des exigences. Et on va parler aussi un petit peu d'outillage parce que ça peut être intéressant d'avoir un cadre justement pour pouvoir utiliser, rédiger puis valider ces gabarits d'exigence et puis aussi quels en sont les bénéfices et aussi les limites. Commençons par cette fameuse définition de l'exigence. Alors, il y en a plusieurs, mais celle qui comporte, nous, côté groupe de travail ingénierie des exigences, c'est celle de l'I3E 610. Pourquoi ? Parce que justement, elle prend en compte aussi bien les exigences utilisateurs que les exigences systèmes et composants, et qui dit aussi qu'il faut documenter cette exigence, ou ces exigences. Donc voilà. Et donc la première partie, c'est ce que demande un utilisateur, donc son souhait. Donc il y a un besoin d'une condition, une capacité qui va lui permettre de résoudre un problème ou de répondre à un de ses besoins. Et donc la deuxième partie, c'est justement on traduit ce problème, son besoin, après qu'il soit effectivement formalisé côté besoin en exigence utilisateur, de la transformer en exigence système et en exigence composant. Donc voilà, avec des aspects fonctionnels et non fonctionnels. Et tout ça, ça doit être bien sûr documenté. Alors, parmi les différents référentiels qui permettent de caractériser la qualité d'une exigence, donc on a choisi de vous en montrer 3. Donc l'INCOSE, l'International Council of System Engineering, le bien connu IREB, et puis l'INVEST, qui est plus utilisé dans un contexte agile pour évaluer la qualité des user stories, qui sont une sorte d'exigence. Donc on voit que parmi toutes ces caractéristiques qualité, dans cette présentation, je viens un peu avec le retour d'expérience Valeo, où nous on utilise INCOSE, qui est celui qui est à gauche. Donc certaines caractéristiques sont communes, vérifiables, donc une exigence doit être vérifiable, doit être mesurable, doit être testée, peu importe la façon dont on la teste, ça on le retrouve un peu partout. Elle peut être nécessaire, on le retrouve dans l'INCOSE, l'IREB, pour l'agilité ce sera plus le fait qu'elle ait de la valeur. Et puis on a des caractéristiques indépendantes de l'implémentation, non ambiguës, singulier, donc singulier ça veut dire qu'une exigence ne doit pas être multiple, faisable, correct, dans le sens où une exigence doit être, on va dire sans erreur, cohérente avec les autres exigences et cohérente avec les exigences en amont, avec les besoins, traçable, et le dernier point qui est aussi assez commun entre tous les référentiels, c'est elle doit être autonome en français. On peut passer au slide suivant. Donc, je vous donne quelques exemples de défauts dans les exigences qui sont issus du non-respect de ces caractéristiques qualité. Donc, ce sont des exemples qu'on a eus chez Valeo. Donc, premier exemple d'une exigence non faisable, un système qui doit avoir 100% de disponibilité, donc ça n'existe pas. Deuxième exemple, l'inconsistance. Là, on voit que c'est une exigence sur la longueur d'onde, et là, il y a une LED qui n'est pas consistante avec l'exigence générale. Donc voilà, il faut faire attention.
Un petit exemple, le troisième aussi, qui est assez marrant, mais qui est vraiment nous est arrivé avec Mercedes. Hein. C'était sur la Mercedes SLK il y a assez longtemps, une exigence qui nous disait que, en tant que conducteur, lorsque je tourne les boutons de ma climatisation, je dois avoir un feeling équivalent à celui des boutons de mon coffre-fort. Voilà. Donc c'était assez subjectif. On a tout de suite tourné avec une force exprimée en unité. Slide suivant. D'autres exemples. Une exigence qui n'est pas complète. Typiquement, là, un système de flashage qui ne spécifie pas qu'est-ce qui se passe lorsque la signature est mauvaise. Les exigences qui sont de type faible avec des mots might, could, can. On reviendra par la suite avec les mots interdits dans les gabarits d'exigence. Comme je disais, par rapport aux caractéristiques qualité des exigences, les exigences qui ne sont pas singulières. Hein, là, par exemple, on a un moteur qui doit tourner entre 1500 tours par minute et qui est alimenté. Bon, là, il y a deux exigences, clairement. Hein, on le voit dans la partie verte. Et puis, sinon, les trucs qui sont assez fréquents, qui sont liés à la façon d'exprimer en langage naturel les exigences. Qui sont par exemple des tournures passives, des doubles négations, des conditions imbriquées, des exigences qui contiennent le but en plus du besoin, des exigences qui contiennent des mots interdits comme rapide, possible, nominal, ou des exigences qui contiennent la solution. Donc voilà un petit peu un panorama du type d'erreurs qu'on trouve dans nos exigences. Alors, quelles sont les solutions pour améliorer la qualité de nos exigences? Bon, bah, comme bien souvent, pour améliorer la qualité, il faut s'adosser à un processus. Donc, on voit que lorsqu'on a affaire aux exigences, on a les processus d'élucidation des exigences. Donc, on prend les besoins, on les transforme en exigences. Ensuite, on les analyse. Donc, qu'est-ce qu'on fait lors de l'analyse? Bien, on raffine, on vérifie que les exigences implémentent bien la fonction, qu'elles sont consistantes, qu'elles sont complètes, et puis on les documente. Alors, on les documente généralement c'est en langage naturel, mais on peut utiliser aussi des langages semi-formels, formels, voire des modèles. Et l'objet de cette présentation ici, c'est l'usage de gabarits d'exigence, de patterns, gabarits en français. Et puis enfin, dernière étape, c'est vérifier les exigences en s'appuyant sur les critères qualité qui sont dans nos différents frameworks, modèles. Pardon. Un petit rappel, l'ingénierie des exigences fait partie de l'ingénierie système. L'ingénierie système supporte l'ingénierie des exigences. Alors, pour vous rappeler qu'il y a différents niveaux, sur la gauche, on voit que il y a les besoins, il y a le domaine du besoin. Donc, il y a un système sous intérêt sur lequel on va exprimer des besoins d'un point de vue de l'utilisateur. Donc, ce sont des scénarios, des cas d'utilisation, et puis des exigences plus non fonctionnelles. Et ensuite, on va passer dans le domaine de la solution, ou plutôt le point de vue du concepteur, avec un premier niveau qui est au niveau du système complet, où là, on va définir toutes les fonctions, les interfaces externes, les exigences de performance, et puis ensuite, progressivement, on va descendre dans les éléments du système, avec les fonctions, les interfaces internes entre les fonctions du système, et toujours ces exigences de performance. Alors à droite, vous voyez chez Valeo comment on formalise les différents niveaux avec les STRS, donc les exigences qui sont au niveau de nos clients. Quand ensuite on va analyser, raffiner en exigences système, les 6RS, puis ensuite la solution, l'architecture système, et ensuite pour chaque élément d'architecture, on va spécifier ces éléments et ensuite à tomber dans vraiment la conception, les exigences de conception. Donc voilà toute cette partie gauche de ce cycle en V. On va devoir formaliser les exigences, donc soit de haut niveau, point de vue de l'utilisateur, soit de bas niveau, point de vue de la solution. Alors évidemment, c'est un cycle en V, mais ça peut s'appliquer sur les développements itératifs, agiles. Il n'y a aucune contradiction.
Alors, comme l'a dit François-Xavier tout à l'heure, effectivement, le processus d'ingénierie des exigences et notamment la partie développement est découpé en différentes activités. Donc, l'élicitation des exigences où là, on va collecter puis on va essayer de bien comprendre donc les exigences du client. Ensuite, on va passer une phase d'analyse qui va nous permettre effectivement de consolider un petit peu tout ce référentiel et puis après de le traduire en exigence système et en exigence composant. Et puis ensuite, il y a la partie documentation et la partie vérification, validation des exigences. Et donc, il y a une deuxième partie qui est aussi tout ce qui concerne la gestion des exigences avec la traçabilité et tout ça. Enfin, la traçabilité, la gestion de configuration. Donc, il y a différents référentiels qui nous aident pour justement définir notre propre processus d'ingénierie des exigences en décrivant ces différentes activités. Donc, qui sont soit plutôt au niveau métier, enfin en amont, hein, notamment comme IBA ou QBBA, donc pour la partie analyse de métier. La partie INCOSI et IREBL qui sont plutôt effectivement sur alors plus focalisés sur la partie traduction des exigences. Et puis je vais faire un focus sur l'I3E 29148 et parce que justement ça commence à parler pas mal de comment est-ce qu'il faut formaliser les exigences et notamment quelles règles il faudrait respecter. Et donc il y a un chapitre qui parle justement de qu'est-ce qu'une exigence bien construite, bien formalisée. Et donc effectivement ça doit à répondre à un besoin utilisateur, hein, et donc ça doit être aussi traduit en exigence système. Et donc là on revoit que cette première partie de la description dans l'I3E 29148, ça répond ou ça fait écho avec la définition de l'exigence que je vous ai présentée au départ. Elle doit être mesurable, et donc là François-Xavier en a parlé un petit peu, et donc ça rebondit sur les aspects justement testabilité. Donc elle doit être effectivement bornée. Donc le scope finalement de l'exigence et de l'ensemble d'exigences doit être borné. Et donc là, il y a tout ce qui concerne les aspects réglementation, règles métiers et tout ça, faisabilité, testabilité. Bon, ça rentre là-dedans. Ça doit définir aussi la performance du système, et donc là ça touche aussi aux aspects non fonctionnels, c'est-à-dire comment le système doit se comporter pour répondre à un besoin utilisateur. Donc ça peut être de la performance, ça peut être de la fiabilité, je reviendrai sur les différents types tout à l'heure, et elle doit être vérifiée et vérifiable. Donc là on est sur les aspects testabilité. Donc ça c'est la première partie, et donc on va voir justement comment est-ce que les patterns peuvent aider à rédiger cette partie-là. Et puis il y a un autre chapitre dans cette norme qui parle, ce standard, et qui parle de comment est-ce qu'on doit rédiger l'exigence. Et donc ce qu'il dit, c'est que lorsque c'est une exigence, alors une exigence qui est obligatoire, donc effectivement ça doit être un shall. Tout ce qui peut être le texte autour mais qui n'est pas des exigences, on utilise des verbes alors comme être ou était, voilà. Et il faut justement éviter d'utiliser le terme must, qui est pareil, c'est plutôt en lien avec l'exigence. Donc après, il peut y avoir effectivement des objectifs, des choses qui sont désirées mais qui ne sont pas vraiment qualifiées comme des exigences. Donc là, on utilise le should. Alors, on va voir effectivement que ça dépend des référentiels, mais dans ce référentiel-là, ils utilisent le terme should. Je sais que dans d'autres domaines, on utilise le shall, should, could. Donc voilà, notamment en utilisant Moscow.
Il faut éviter effectivement d'utiliser la voix passive, et il faut aussi éviter d'utiliser le shall not, qui finalement voilà, c'est comme si on n'avait pas une exigence, quoi. Donc ça sert à rien de mettre ça. Donc voilà. Et oui, François-Xavier, on a parlé, donc c'est bien mis dans le standard aussi qu'il faut plutôt utiliser la voix passive que la voix inverse, exactement, parce que dans ces cas-là, on n'a pas l'acteur finalement qui fait l'action. Alors, donc pourquoi utiliser ces gabarits? Maintenant, quand utiliser ces gabarits? Donc là, on a remis les 4 étapes qui sont les quatre activités qu'on a en gestion, en ingénierie des exigences. Donc l'élucidation, donc là où on transforme le besoin, on va même parfois découvrir le besoin avec des techniques d'observation, des techniques d'interview. La phase de documentation, là où on décrit les exigences en langage naturel ou à l'aide de modèles, en utilisant nos gabarits. La phase de validation des exigences, et puis la phase de gestion d'exigences où on va verser une exigence, on va prioriser, tracer, faire des référentiels d'exigence. Alors, les gabarits d'exigence s'utilisent plutôt en phase de documentation et de validation des exigences. Pour décrire les exigences, donc c'est l'œil de l'ingénieur d'exigence, ou alors pour valider les exigences, c'est plutôt l'œil de ceux qui vont, ce qu'on appelle nous chez Valeo les consumers, ceux qui vont consommer les exigences, donc soit les équipes de développement, soit les équipes de test. Slide suivant, s'il te plaît, merci. Donc, pourquoi utiliser ces patterns, ces gabarits? Alors, bien entendu, la plupart du temps, dans tous les milieux, les entreprises, les exigences sont exprimées en langage naturel, puisque c'est la meilleure façon de l'utiliser, c'est compris de toutes les parties prenantes. En revanche, quand on décrit ces exigences, on est amené à insérer des défauts. Alors, on ne parle pas véritablement de violation des règles, des caractéristiques qualité d'exigence, mais voilà, le fait d'introduire ces défauts va nous relier à des caractéristiques qualité qui ne sont pas respectées. D'où, c'est vraiment les patterns qu'on va utiliser, c'est vraiment pour limiter l'introduction de tous ces types de défauts là qui sont listés, ambiguïté, non-faisabilité, les exigences vagues, etc. Donc c'est vraiment le pourquoi. Donc après, je crois que je vous donne un petit exemple. Non, pas encore. Oui, avant ton exemple, effectivement, je présente un premier gabarit d'exigence qui est orienté utilisateur. Alors, les choses importantes, effectivement, c'est de pouvoir structurer ce gabarit en, je dirais, 4 grandes parties. Donc, l'état initial dans lequel va être le système, le contexte, et puis après, décrire ce qu'un acteur va faire comme action pour atteindre un objectif. Hein, donc, dans telle condition, quand je suis un acteur, je dois faire ou je vais faire cette action afin d'atteindre tel objectif. Donc, quand je suis logué, en tant qu'orateur, je peux télécharger ma présentation, ma proposition de présentation, afin qu'elle soit revue par le comité de programme. Donc voilà. Donc là, on voit que c'est bien structuré et puis qu'il y a bien finalement les 4 parties de l'exigence qui ont été remplies. Et donc on voit bien qu'on passe d'un état à un autre. Hein. Quand je suis connecté, effectivement, il y a ce nouvel état où ma proposition est prête pour être revue. Et donc on peut avoir la même chose. Donc là, effectivement, on est plutôt côté
tout à l'heure, on était plutôt côté besoin utilisateur, hein, donc c'est ça, ou sa problématique. Et donc, on peut traduire ça finalement après en exigence système, et donc en reprenant finalement la même chose, sauf que là, eh ben, l'acteur, ça va être le système ou le composant finalement. Voilà, donc, et on a toujours cet aspect, donc le système est dans un certain état, le système va faire une action et va arriver dans un nouvel état. Et donc, un exemple hein, pour un utilisateur qui a un compte valide, le système ou le composant de gestion, là c'est le composant de gestion des droits, va vérifier que l'utilisateur est logué et donc, à partir de là, va lui donner l'accès, donc pour lui donner l'accès pour télécharger sa présentation. Voilà, donc comme ça, on voit aussi que finalement, à partir de mon exigence utilisateur, je peux aussi, via ces patterns, exprimer une sorte de traçabilité, donc via la traduction, en exigence système et en exigence composant. Alors, je vais vous donner un exemple de gabarit qu'on utilise chez Valeo. Donc là, effectivement, on est plus sur des systèmes qui sont pas forcément en pleine interaction avec les utilisateurs. Hein. Lorsque vous avez un turbo électrique dans un moteur, vous le savez même pas. Bon, c'est un peu plus évident avec des écrans ou des commodos autour du volant. Mais voilà, nos acteurs sont souvent d'autres systèmes. Et donc, on utilise ce type de gabarit. Donc, on a, là, je vous montre un petit guideline qui fait 4 pages. Hein, je l'ai imprimé recto verso. Donc, ce genre de guideline, on l'affiche en open space pour que les gens aient bien ces basiques sous les yeux. Et donc, je vais vous décrire comment ça marche. Vous voyez les petits numéros là qui sont dans des cercles ronds. Donc, je vais les prendre en commençant par le premier. Donc, premièrement, on commence à spécifier le système sous intérêt, donc l'objet de l'exigence en quelque sorte. Deuxièmement, on met une action. Donc, généralement, c'est should, hein, comme disait Alain tout à l'heure. Le should est autorisé dans des phases très en amont du projet pour exprimer on va dire un souhait, pas forcément quelque chose qui est encore complètement décidé. Alors, le should not, tu disais Alain tout à l'heure que c'était pas une exigence. On peut l'utiliser dans le cas d'exigence haut niveau, lorsqu'il s'agit de sûreté de fonctionnement, sûreté fonctionnelle ou de sécurité. Bien entendu, après, ces should not, lorsqu'on va raffiner les différents niveaux des éléments du système, vont transformer en exigence, justement, pour pas que l'événement redouté arrive. Donc ça, c'est le should. Ensuite, 3 et 4, on détermine la fonction et on caractérise l'activité. Donc, un should avec une action, ce sera une exigence fonctionnelle toute simple. Un should be able to, ce sera plus une exigence qui est une exigence d'interface ou une contrainte. Et should allow to, là, effectivement, on va s'adresser directement à une interaction utilisateur. Et enfin, petit 5, on insère l'objet sur quoi agit l'exigence. Alors, l'objet, c'est obligatoire, mais on peut aussi rajouter des informations additionnelles. Hein. C'est conseillé lorsqu'on écrit des exigences, par exemple, de décrire les critères d'acceptance de l'exigence, la stratégie de test de l'exigence, voire même certains écrivent directement le jeu de test qui est en face de l'exigence. Mais ça peut être aussi d'autres informations comme des attributs sur les exigences, comme la priorité, etc. Et puis enfin, je n'ai pas terminé parce qu'il y a un petit 6, vous voyez, qui est tout à gauche, où là, on peut être amené à préciser quand est-ce que l'exigence est applicable, en fonction des phases de vie du produit, en fonction des modes du système, en phase d'initialisation, en phase de diagnostic ou en phase nominale de conduite. Donc voilà un gabarit complet. Donc là, ce qu'on a présenté
Donc c'est plutôt les aspects exigences fonctionnelles. Mais en introduction, j'avais parlé aussi des exigences non fonctionnelles, alors qui sont, par retour d'expérience, et d'un plus difficile à exprimer, et de deux aussi souvent oubliées. Mais on peut utiliser aussi un pattern pour décrire ces exigences, alors qui est un petit peu différent parce qu'effectivement on a le comment, parce que c'est comment le système doit se comporter, donc on a le comment, et donc là on a un pattern qui est dans telle condition, l'acteur doit faire une action. Et cette action doit être faite comment, je sais pas, en moins de 10 secondes par exemple, pour atteindre tel objectif. Donc là, on a mis un exemple en mode opérationnel. Donc le système qui produit une carte électronique, donc voilà, donc doit produire une carte électronique avec un taux minimum de disponibilité de 95% afin d'assurer les commandes. Donc voilà. Donc là, effectivement, on voit bien, et d'un, que c'est mesurable, et de deux, que c'est bien, l'exigence est bien formée et qui est d'une certaine qualité. Alors, pour exprimer ces exigences fonctionnelles, il y a déjà j'appelle ça un premier outil, qui est le standard ISO 25010. Alors, que j'aime bien, pourquoi? Parce que justement, c'est un catalogue, une checklist d'exigences non fonctionnelles qu'il ne faut pas oublier. Je disais tout à l'heure que souvent on oublie l'aspect non fonctionnel. C'est d'avoir le réflexe de dire tiens, ok, quand je suis en train de rédiger mon référentiel d'exigence, est-ce qu'il y a des exigences non fonctionnelles? Et donc je vais voir dans ce catalogue, et oui, et bien sûr, je suis en train de développer un site web qui va être consulté par un certain nombre d'utilisateurs. Ça serait bien quand même que je mette quel est le nombre maximum d'utilisateurs qui peuvent se connecter en parallèle et utiliser ce site-là. Donc voilà, ce qui va permettre après, justement, avant de mettre en production, de faire des tests de montée en charge et de s'assurer que le système ne va pas s'écrouler le jour où il va être mis en production. Donc, on retrouve des différentes classifications sur la performance, sur la compatibilité, sur la facilité d'emploi, sur la fiabilité, la portabilité, la maintenabilité et sur les aspects sécurité. Alors, aspect sécurité, j'ai ma vision des choses qui est un peu fonctionnelle et non fonctionnelle, mais voilà, il y a les deux aspects. Et ça permet aussi donc ce référentiel qui doit être pris très très tôt, d'imposer aussi des exigences non fonctionnelles lors du développement, par exemple la maintenabilité du code source. Donc voilà, donc surtout à ne pas oublier. Pour aider à la formalisation de ces exigences, parce que dans le catalogue 25010, on dit ouais, il y a ça aussi, mais après on se retrouve sur une page blanche. Et comment rédiger une exigence non fonctionnelle? Il y a un projet de recherche qui a été réalisé il y a quelques années pour justement donc reprendre ce catalogue d'exigences non fonctionnelles 25010, mais il y en a d'autres aussi, et justement de produire un catalogue de gabarits d'exigences non fonctionnelles qui peuvent être utilisés. Et donc avec, là j'ai mis un petit exemple, mais avec effectivement la description du type d'exigence non fonctionnelle, et puis on voit après la partie gabarit d'exigence, avec la possibilité aussi de mettre des paramètres et des métriques qui permettent de rendre ces exigences non fonctionnelles aussi testables. Donc voilà. Et associé à ce catalogue, il y a aussi un outil, alors qui existe. Alors je vais peut-être dire qui existait, mais c'était un plugin dans le navigateur Chrome qui permettait justement de faciliter la rédaction du référentiel d'exigences non fonctionnelles. Alors basé sur une structure comme on peut le voir ici, et on peut faire sa propre structure. Donc là, une structure 25010, donc qui est déjà pré-remplie. Et puis après, on choisit finalement l'exigence non fonctionnelle qu'on veut saisir. Donc dans ces cas-là, au milieu, on voit le pattern. On a la possibilité de configurer le pattern.
et lorsqu'on fait apply, eh ben ça va stocker l'exigence dans le référentiel. Alors, cette application web, à l'heure d'aujourd'hui, ne fonctionne plus avec les dernières versions de Chrome parce que il y a des contraintes de sécurité supplémentaires. Mais on est en train de travailler avec des étudiants et avec ceux qui ont développé l'outil pour essayer de le remettre en place. Donc voilà, c'est des travaux en cours. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter et on vous donnera des informations sur le sujet. Alors, un petit focus sur la validation des exigences. Alors là, on parle plutôt de bonnes pratiques, hein, plutôt que de patterns. Et là, on parle pas de tester l'exigence, hein, on parle véritablement de prendre une exigence et de valider que l'exigence est conforme aux caractéristiques qualité, qu'elle peut être développée, testée, etc. Donc, on a 6 principes, on va dire. Déjà, s'assurer de la participation des contributeurs adéquats. Donc, ce n'est pas l'auteur de l'exigence qui va se vérifier. Ce sont alors, soit ce qu'on appelle les consumers, soit les développeurs, les testeurs, soit des pairs, et utiliser des critères qualité, en plus des outils effectivement qui pourraient être disponibles, comme disait Alain. Séparer, ensuite, deuxième principe, séparer la revue de l'exigence et la correction de l'erreur qu'on a détectée, hein, parce que le but des reviewers, c'est pas de corriger les exigences, c'est juste de détecter les erreurs. Ça permet d'être beaucoup plus efficace. Avoir différents points de vue, donc comme je disais, hein, différentes disciplines, parce que les exigences sont allouées souvent à différentes, surtout dans l'automobile, hein, où on est en mécatronique, on a des exigences qui sont allouées à l'optique, à la mécanique, au hardware, au software, et faire intervenir les testeurs. Quatrième point, quelque chose qui est assez classique dans l'industrie automobile, c'est souvent quand on a des exigences qui sont un petit peu complexes à exprimer en langage naturel, on va les modéliser. Et donc, lorsqu'on modélise les exigences, souvent on découvre de nouvelles exigences, on enrichit les exigences. Donc, rien n'empêche surtout ce que je conseillerais, c'est de ne pas avoir de modèle spécifiant. Il faut toujours avoir une base, une documentation des exigences en langage naturel, et ensuite on a le modèle qui vient en support pour valider justement les exigences, pour prouver que les exigences sont bien consistantes entre elles. Une autre bonne pratique, la cinquième, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on écrit une exigence, bien, quand on commence à construire les artefacts de développement des exigences, eh bien, ça permet de la clarifier. Le cas typique, c'est lorsqu'on écrit une exigence, essayer de définir les critères d'acceptance des exigences, voire même essayer de définir tout de suite les objectifs des jeux de test qui vont permettre de tester l'exigence. Ça permettra tout de suite, sans attendre les tests, de découvrir que l'exigence n'est pas complète ou elle est ambiguë. Et enfin, ça c'est pour le monde itératif agile, hein, c'est on ne valide pas les exigences au début du projet uniquement, on le fait tout au long du projet, au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure des programmes incrémentent. Slide suivant. Alors, retour d'expérience chez Valeo. Donc, on a développé un outil dans Doors, qui est un plugin dans Doors. Un Doors, c'est un outil de gestion d'exigences au sens large. Définition, elucidation, analyse, définition, traçabilité, etc. Donc, on a défini plusieurs règles sur par exemple, j'en ai listé quelques-unes ici, les interfaces. Donc, on a, lorsqu'on exprime une exigence, elle doit toujours s'appuyer sur les interfaces du système. Une exigence, lorsqu'elle définit une des valeurs, doit toujours avoir une tolérance. On a listé, on voit ici dans le snapshot, toute une liste de mots interdits. Le SHOL, hein, comme disait Alain, qui est assez facile à détecter, interdire les has to, can, may, could. La forme active versus la forme passive qui est beaucoup moins claire. Les unités, lorsqu'on a des quantités, c'est assez facile de mettre des outils qui détectent qu'il n'y a pas d'unité.
Tout ce qui est grammatical, orthographe, ponctuation, ça, c'est aussi des choses qu'on peut détecter assez facilement. Et puis, à la fin, tout ce qui est caractère oblique ou plus ou moins, qu'on trouve parfois dans les exigences. Donc là, on aime bien mettre ça parfois dans les exigences. Hein. Le système fait ça, slash ça. Donc on interdit. Et donc, du coup, si tu passes au slide suivant, Alain, ça nous donne ce genre de petits rapports. Donc, on a défini dans DOORS une 50aine de règles. Alors, bien entendu, on s'est pas focalisé uniquement sur les gabarits qui permettent de détecter des défauts qui sont liés aux exigences qualité aux caractéristiques qualité des exigences. On a aussi mis dans l'outil des vérifications par rapport aux attributs des exigences. Vous savez, les fameux attributs qu'on met dans les systèmes de gestion d'exigences, qui sont la priorité des exigences, qui sont, chez Valeo, par exemple, on a un attribut par rapport au modèle de canaux, si l'exigence est une exigence qui va être une innovation ou qui va être plus une exigence basique. Donc voilà, on a réussi à implémenter dans l'outil 19 règles complètement, 17 partiellement et 14 ne sont pas couvertes. Donc les 14 sont traités par les revues. Et voilà, ça donne ce genre de rapport où on lance notre outil sur, là on a beaucoup d'exigences, plus de 2000, et on a un rapport d'erreur avec différentes règles, différentes sévérités. Voilà ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on travaille chez Valeo. Donc outil effectivement très intéressant. Hein, donc comme on utilise des patterns, bah oui, il y a certaines choses qu'on peut vérifier. Je vous présente là un autre outil qui a été donc qui est sorti d'un projet européen et donc développé par la même équipe qui a aussi développé Pabre. Donc là, c'est un outil qui permet aidant de définir ses propres patterns d'exigence, ses propres gabarits d'exigence, et de vérifier que les exigences qui sont rédigées sont bien conformes au pattern. Donc là, bon, avec notre projet étudiant, on est en train de regarder aussi cet outil, et donc les premières choses qu'on a réussi à faire, donc il y a différentes briques dans ces outils. Là, pour le moment, on a commencé à jouer un peu avec l'interface, donc l'API. Il y a une API REST, hein, donc qui permet donc de pousser finalement les gabarits d'exigence, et donc qui sont stockés dans l'outil. Et puis après, de pousser aussi des exigences en disant bah tiens, tu me vérifies cette exigence là et est-ce qu'elle est bien conforme. Donc voilà, donc on débute juste. Donc il y a d'autres composants qui rajoutent effectivement une interface graphique dessus parce que utiliser simplement l'API ça peut être un peu fastidieux parce que on pousse les règles, enfin ou les gabarits un par un et puis après les exigences une par une. Donc voilà. Mais ça commence à faire des choses. Et donc là c'est pareil, on est en relation avec l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Mais les premiers travaux qu'on a faits sont assez encourageants, je dirais. Donc voilà. Alors quels sont les bénéfices? Alors c'est pas hyper formel ce qu'on a fait là, mais on a effectivement repris ce qu'a présenté François-Xavier au début de la présentation, donc sur les différents critères qualité des exigences, et on s'est dit tiens est-ce que le fait d'utiliser des gabarits de formalisation d'exigences, ça peut aider. Bon, effectivement, sur la partie vérifiable, on a mis partiellement parce que oui, le fait que ce soit structuré, bon, ça peut aider. Là où ça peut réellement aider, c'est justement sur les parties ambiguës. Alors notamment, on a bien vu avec l'outil de François-Xavier qui permet de vérifier les mots interdits, et ben ça lève justement un certain niveau d'ambiguïté. Ça permet aussi de contribuer à la testabilité. Sur les aspects un peu plus, je dirais unitaires, et ben le fait justement d'avoir le gabarit, ça évite, comme il n'y a pas des et dedans, on peut
on peut essayer de détecter les et, ça évite justement d'avoir 2 exigences en une. Donc voilà. Donc, on peut se dire qu'effectivement, le fait d'utiliser des gabarits d'ingénierie des exigences, enfin des gabarits d'exigence, ça permet d'améliorer donc la qualité, la documentation des exigences. Alain, François-Xavier, je vous embête un petit peu, on a dépassé largement le temps. Je vais vous demander d'accélérer un peu. Ouais, je suis sur le dernier slide. Donc voilà. Les autres bénéfices qu'on a pu remarquer, c'est justement moins d'aller-retour avec les équipes de développement parce que justement les exigences sont mieux formalisées, plus précises. Et du bénéfice aussi pour le test parce que justement donc on a ce gabarit d'exigence et on peut y appliquer ou y apposer directement des gabarits de test alors que vous devez connaître aussi donc les patterns de test notamment 2 que j'ai mis ici donc Arrange, Act et ESS donc effectivement ou alors un Given When Then et puis on voit que finalement en face on a la partie condition de l'exigence, l'action et finalement le résultat attendu. Donc voilà. Donc le fait d'utiliser des gabarits d'exigence peut aider et aide aussi. Donc après et facilite la rédaction des cas de test et des tests. Donc voilà. Et je suis arrivé au bout. Merci de votre écoute et nous sommes prêts à répondre aux questions. Merci Alain, merci François-Xavier, très très intéressant, très très intéressant et il y a beaucoup de questions. Vous allez voir qu'il y a des questions d'ailleurs sur le français, alors on va en discuter puisque journée française de l'ingénierie des exigences. Alors je switch tout de suite et je demande également aux personnes qui ont suivi cette présentation. Tu peux laisser transparent si tu veux, il n'y a pas de souci, s'il y a des questions dessus, pourquoi pas. À toi de voir. En tout cas, n'oubliez pas également le sondage. On va répondre aux questions, puis il y a un sondage également pour pouvoir évaluer cette présentation. Alors, première question qui a retenu le plus de votes. En agilité, comment faire la liaison entre les US et les exigences système? François-Xavier, peut-être, pour répondre à ça? Ouais, alors c'est une bonne question parce que on a un motto, le backlog s'envole, le référentiel reste. On peut penser à ça. Alors, chez Valeo, ce qu'on fait, c'est que les exigences sont tracées dans les backlogs. Et donc, du coup, quand on implémente, quand on a un ticket, un backlog qui est dans le système de développement, de gestion de configuration, lorsque le ticket est implémenté, lorsqu'il y a un commit, automatiquement, le statut d'exigence est mis à jour dans le système. Donc, les exigences sont liées généralement au ticket du backlog. Et ensuite, lorsque le backlog est implémenté, l'exigence est mise à jour. Comme ça qu'on réalise ça chez Valeo. Merci. Deuxième question, qui a beaucoup de suffrages également. Est-ce que c'est la forme d'écriture Gherkin, celle que vous avez présentée avec les différents patrons de format que vous avez montré? En tant que, etc., oui. Ça ressemble. Alors, oui. Okay. Vas-y, un petit point spécifique là. Ouais, enfin, juste pour compléter, Gherkin, c'est ce que j'ai présenté à la fin avec le Given When Then. Donc effectivement, alors on le mettait plus côté test, mais comme il y a un alignement, comme vous avez pu voir, entre le gabarit d'exigence et le gabarit de test, oui, on peut remonter ça effectivement le Gherkin en amont. Question importante, mais on aurait pu répondre avant, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on aura les slides de présentation ensuite de ce meeting? Car il y a des choses intéressantes à relire. Je pense que oui, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord. On déposera. Oui. De toute façon, ils seront sur le site du comité du test logiciel. Exactement. On retrouvera ça sur le CFTL dans la partie JFIE et vous retrouverez les présentations, ainsi que d'ailleurs que les vidéos, puisqu'elles sont enregistrées. Question suivante. Shall, should, must. Quid des exigences en français? Alors, oui. Peut-être toi, François, tu peux répondre. Mais en français, on a effectivement doit, devra, et donc c'est pareil.
on peut avoir la même chose. Alors, bon, on n'a pas traduit en français, et je sais pas, et j'ai pas regardé si effectivement le standard dont je vous ai présenté tout à l'heure, la 2948, elle est aussi en français. Mais je pense que si elle est en français, je pense qu'il doit y avoir effectivement le doigt qui doit apparaître. Hein, donc voilà, sachant que par rapport au pattern qu'on a dit et par rapport à ce standard, il y a enfin, je veux pas dire une petite divergence, mais on a bien vu que dans le standard, on n'avait qu'un seul verbe, alors que nous, dans notre pattern, on en présente 3. Bon, après, c'est un choix à faire par rapport lorsque vous allez mettre en place votre process, quoi. Mais oui, ça s'applique aussi en français sans problème, sachant que l'idée, c'est réellement bien d'utiliser ce pattern, qu'il soit en français ou en anglais, quoi. Donc c'est pas simplement, je dirais, ce niveau de priorité ou ce niveau de priorité d'exigence de ce que j'attends, mais c'est surtout aussi de bien structurer ce gabarit et de bien répondre à justement toutes les parties du gabarit, quoi. C'est ça aussi qui est réellement important, et c'est ça qui structure, et c'est ça qui justement apporte une meilleure qualité dans les exigences. Question suivante. En 2015, nous avions eu une présentation par l'INRIA de l'outil Lely permettant de vérifier la bonne écriture des exigences. Est-ce que l'outil existe toujours? Qu'en est-il aujourd'hui avec les capacités de l'IA? Alors, très bonne question. Je ne sais pas si l'outil existe toujours. Donc voilà. Effectivement, ça pourrait être peut-être un petit sujet que je pourrais mettre aussi dans la banette de notre projet étudiant, juste de vérifier s'il existe toujours. Concernant la partie IA, alors nous on a des réflexions en cours qui est plutôt de voir comment est-ce qu'on pourrait restructurer un référentiel d'exigence justement par rapport à un dépôt, un référentiel un backlog, un référentiel de user story. Donc voilà. Alors bon, c'est pareil, c'est pas complètement de l'intelligence artificielle, mais l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure aussi, OpenRxCT, est basé sur OpenLLP. Donc voilà, pour faire du traitement en langage naturel. Alors il y a justement associé des techniques IA, et donc ouais, moi je crois que l'IA peut apporter sur l'amélioration de la qualité aussi. Mais bon, il y a cette phase d'apprentissage, donc il faut voir qu'est-ce qu'on lui fait apprendre, quoi. Donc voilà. Mais sur la partie traitement de langage, donc traitement automatique de langage, et technique TAL, ou NLP en anglais, effectivement, là je pense que ça peut apporter. Ouais. Question suivante pour François Xavier. Le gabarit des exigences n'introduit-il pas un biais sur l'implémentation en incitant à utiliser une machine à état? Et j'en ai oublié une avant. Comment lier et synchroniser les exigences et leur implémentation historique Git ou autre? Est-ce qu'on va peut-être commencer par celle-ci? Excuse-moi, François Xavier. Ouais, comment synchroniser avec l'implémentation? C'est un peu la réponse que je faisais tout à l'heure. La question était similaire. Les exigences sont liées au backlog. Les backlogs sont dans le système d'implémentation. Dès qu'on commit, on a des synchros entre l'outil de gestion de configuration qui gère les tickets et Doors. Okay. Pour la question sur le biais sur l'implémentation en incitant à utiliser une machine à état, alors je ne sais pas trop de quel biais il pourrait s'agir. Ouais. Ouais, effectivement, enfin, oui, parce que on dit, voilà, on est dans un état, on fait une action, on est dans un autre état, mais finalement, c'est bien comme ça que fonctionne un système, quoi. Donc, moi, ce que je disais, c'est que c'est pas parce qu'on utilise une machine à état ou pas parce qu'on modélise qu'il faut se passer d'exprimer les exigences en langage naturel. Les deux sont complémentaires. Lorsqu'on a des exigences qui sont un peu complexes dans un système qui nécessite d'avoir plusieurs états qui s'enchaînent ou qui sont conditionnés, il faut avoir une machine d'état. Ça permet de découvrir de nouvelles exigences, de gérer la consistance des exigences entre elles,
Mais en aucun cas, ça n'apporte un biais, hein, pour moi. Question suivante. Vous utilisez beaucoup le mot pattern. Pouvez-vous expliciter cette notion? Gabarit. Voilà. Patron. Oui, gabarit, patron, oui, c'est ça. Ouais. Alors, on a aussi dans le domaine de la conception ce qu'on appelle les design patterns, qui sont effectivement un peu la même chose, c'est-à-dire que on essaye de décrire dans un langage restreint une structure qui peut être réutilisée et justement qui peut améliorer les choses. Donc gabarit, modèle, pattern. Donc voilà. Et donc là, ce qu'on a vu effectivement sur le gabarit, c'est que les gabarits qu'on propose, ils sont découpés en gros en 4 ou 5 parties, ça dépend si on est sur du fonctionnel ou sur du non fonctionnel, avec une première partie qui est vous devez décrire la condition, la deuxième partie vous devez sélectionner l'acteur, la troisième partie vous devez sélectionner l'action, et la quatrième partie vous devez décrire l'objectif à atteindre à partir de la fonction, enfin à partir de l'action. Ok, il reste quelques questions. On ne va peut-être pas toutes les faire, mais à quel niveau doit-on intervenir vis-à-vis du produit pour mettre en place les personailles et exigences requises du coût? Car dur de faire intervenir de la tech dans des réunions projet-produit. Xavier, tu n'as pas de problème, toi, de faire intervenir la tech dans les réunions projet-produit? Effectivement, c'est difficile. Après, ça dépend de quel niveau d'exigence on parle. Si c'est des exigences de haut niveau avec le client directement, c'est pas des développeurs qu'on va amener. Plus les systèmes sont complexes, plus les développeurs vont être loin du besoin et vont se focaliser sur les exigences, hélas, je dirais, mais on n'a pas le choix avec la complexité des systèmes. Donc le plus facile, c'est de décomposer le système du point de vue de l'utilisateur, après en conception du point de vue du concepteur. Et là, lorsqu'on est sur des besoins du point de vue du concepteur, on n'a aucun mal à faire intervenir les parties prenantes techniques. Et après, effectivement, ça dépend des techs qu'on fait intervenir. Je pense qu'il y a des techs, il faut qu'ils soient là quand même le plus tôt possible. Donc, je parle pas des développeurs, mais il y a l'architecte, donc voilà, et peut-être aussi même quelques ops, parce qu'ils ont aussi des exigences spécifiques où il y a des choses à vérifier, quoi. Donc voilà. Après, ouais, c'est ça dépend de ce dont on a besoin, et pour moi, il y a des réunions spécifiques quand même à faire avec certains profils tech, quoi. Ouais, notamment dernière question, cyber et safety, tout à fait. Ouais, voilà. Typiquement. Dernière question, afin d'améliorer ce type de conférence, il aurait été bien d'expliciter les termes techniques que vous utilisez afin d'avoir une meilleure compréhension. C'est pas vraiment une question des auditeurs. Alors, il y a quelques définitions au début quand même, il me semblait, et avoir une réponse sur les présentations en anglais et peu en français. Alors ça c'est plutôt une remarque qui a été faite dans le chat, où beaucoup de personnes se sont posées la question, mais pourquoi les slides sont en anglais et pas en français? Tu réponds, je réponds. Xavier, c'est ta faute, c'est ça, c'est Valéo, c'est ça? C'est ça. Non, parce qu'on travaille beaucoup en anglais, puis on l'a présenté aussi au board de l'IREB en anglais. Donc. Ouais. Voilà. Mais écoutez, un grand merci à tous les deux pour cette présentation très large et très instructive sur ces formats de présentation des exigences, sur ces patterns et d'exigences. Et on va passer tout de suite. Alors, avant, n'oubliez pas le sondage tout de suite, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, les questions ont été répondues pour une grande partie. Il y a un sondage également, on va vous demander ce que vous avez pensé de cette présentation, et potentiellement, il y a même peut-être des questions sur qu'est-ce que vous voudriez voir demain comme thème qui sera abordé. On essaye également de répondre à vos évolutions, donc on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Et puis, en attendant, je vais introduire très succinctement les deux prochaines personnes qui vont intervenir dans cette GFIE. Guillaume Quérien, de Toulouse Métropole, et puis Stéphane Peccini, ou Stéphane, excusez-moi pour son nom, Infogreen, qui vont nous présenter utiliser les référentiels d'éco-conception de services numériques dans un projet
Si vous êtes là, vous allez pour monter sur scène. Et puis, on vous remercie encore, Alain et François-Xavier, pour cette belle présentation. Merci à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc, je vous laisse monter progressivement les slides pour les mettre en ligne. Et puis, je remonterai vers 25-28 minutes, hein, comme mes collègues, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vous dire qu'il reste pas beaucoup de temps pour terminer, de façon à ce qu'on reste dans les temps. Hein. L'idée, c'est qu'on s'arrête à 13h30 après la réponse aux questions et le sondage, pour rester cohérent avec ce qu'on a dit initialement. C'est à vous. Ok. Très bien. Stéphane s'est connecté. Je peux dérouler le diaporama si tu veux, Stéphane. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui? C'est bon pour toi, Stéphane, notamment? C'est bon. Bon, super. Eh bien, on peut démarrer. Si tu veux, je peux introduire très rapidement le sujet. Déjà, on va commencer par se présenter et puis voilà, introduire le sujet. Et on vous déroulera. On va essayer de tenir le timing, hein, étant donné qu'on démarre à 12h40 au mieux. Ouais. Je peux commencer pour ma part à me présenter. Guillaume Quérien, très rapidement. Hein, je travaille au sein de la collectivité Toulouse Métropole et j'ai travaillé sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage et sur du schéma directeur sur ces derniers temps. Et je suis en train de prendre le rôle de chargé du numérique responsable au sein de la collectivité. Et depuis, notamment sur les projets sur lesquels je suis intervenu, au sein de la collectivité, j'ai appliqué le RGESN, qui est un référentiel d'exigence, hein, quelque part, qui nous est proposé pour dérouler des projets de services numériques. Et voilà, l'idée, c'est d'évoquer ce sujet-là et puis le concept de façon un peu plus globale. Et donc, Stéphane Bexini, donc moi je suis le directeur technique d'Infogreen Factory, qui est une start-up qui est un pure player du numérique responsable. J'interviens auprès de clients principalement pour faire de l'accompagnement à la mise en œuvre de stratégies de conception responsable ou à la définition de feuilles de route. Alors, ce qu'on vous propose de dérouler, voilà, c'est déjà, c'est quand même de prendre un peu de temps sur le concept du numérique responsable, parce que il peut y avoir des définitions parfois différentes, et puis c'est un concept qui peut s'élargir en fait. Donc ça, ce sera important. On aura du mal à passer beaucoup de temps sur des cas pratiques, etc. Mais on a quand même voulu, en tout cas, vous présenter comment le numérique responsable se structure, à la fois en termes d'acteurs, mais aussi d'éléments clés de référentiels, hein, parce que ça, c'est intéressant. Derrière, l'idée, c'est de vous donner des clés pour creuser le sujet dans vos projets d'ingénierie d'exigence. Et puis, on vous présentera plus particulièrement un certain nombre de référentiels avec un peu de cas concrets associés et aussi comment faire de l'évaluation. Enfin, voilà, quelques éléments complémentaires. Okay. Sur cette introduction au numérique responsable, on a jugé que c'était important de le faire car les référentiels dont on va vous parler ont réellement été bâtis pour apporter justement un canevas autour de ce numérique responsable et répondre à l'ensemble des enjeux et impacts que peut avoir le numérique.
et notamment sur l'explosion des usages et suréquipements. Donc là, on voit ce que vous voyez là, ce sont les données qui vont être créées au fur et à mesure du temps au niveau mondial. Et là, on parle bien de données créées et pas de données stockées, puisqu'il y en a beaucoup qui restent en vie. Et on voit qu'il y a une explosion des usages et une explosion du nombre de données. Ce n'est pas dû à l'augmentation des internautes, et on est plutôt sur du linéaire, sur l'augmentation des internautes, là où on est sur une explosion exponentielle. C'est plutôt dû à nos usages et à l'augmentation des matériels que l'on peut avoir. Tu peux continuer, Guillaume. Voilà. On voit qu'il y a des augmentations extrêmement importantes qui se mettent en place autour des smartphones, autour des objets connectés, et qu'il y a une génération de plus en plus importante de données. Et on va voir sur quelle partie se trouvent ces données. En fait, le gros du trafic sur Internet, c'est de la vidéo. 60% c'est la vidéo en ligne, 20% c'est les autres vidéos, et les 20 autres %, ce sont des usages autres. Donc il y a un vrai problème au niveau du numérique qu'il va falloir réussir à maîtriser. Donc derrière ces référentiels qui apparaissent et qui vont être nécessaires pour juguler tous ces problèmes-là. Tu peux passer au suivant. Donc dans le numérique a 4 facettes au niveau de la pollution. On utilise des ressources de la planète, de l'eau, des minerais de manière importante. Il y a de la toxicité de la pollution. Il y a aussi des émissions de gaz à effet de serre qu'on connaît bien par rapport au changement climatique, et la consommation électrique qui est très importante. Le numérique aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité qui est utilisée. Certains pays commencent à mettre en place des moratoires. Donc, il est important de pouvoir agir là-dessus et de pouvoir justement avoir des référentiels qui se mettent en place pour mieux guider la conception des services numériques. Et comme vous pouvez le voir, le numérique mondial représente à peu près 2 à 3 fois l'impact de la France par rapport à divers indicateurs environnementaux que l'on peut considérer. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on a une croissance qui est extrêmement importante des gaz à effet de serre. En 2020, le numérique était plus important que les gaz à effet de serre que pouvait mettre l'aviation civile. En 2025, c'est-à-dire demain, on sera au niveau du parc automobile mondial pour le numérique. On a fait x3 entre 2010 et 2025. Et au rythme où on est, sans mettre en place de notion de sobriété, au-delà de l'éco-conception qu'il va falloir faire, on va tendre vers les 14% en 2040. Voilà. Donc une croissance très importante de 6% tous les ans sur ces gaz à effet de serre, malgré tout le travail qui est fait, malgré tout, pour arriver à juguler les problèmes. Pour donner une idée des impacts qui va peut-être plus vous parler, vous avez tous un portable d'environ 2 kg. Et pour réussir à faire ce portable de 2 kg, il faut 800 kg de matières premières. Il faut aussi 240 kg de combustible fossile pour pouvoir faire l'extraction et tout le traitement derrière, 22 kg de produits chimiques tels des acides et 1500 litres d'eau qui, bien évidemment, avec les produits chimiques, auront été pollués. C'est ce que l'on appelle le sac à dos écologique, terme que vous pourrez entendre par ailleurs. Et si on prend un smartphone, plus ça va être petit, plus l'impact va être important. Vous avez un smartphone 150 grammes, c'est 200 kg de matière première, et à l'avenant pour les autres valeurs. Je peux avancer. Donc, si on regarde numérique responsable et l'éco-conception, le numérique responsable, c'est bien une démarche d'amélioration continue avec un objectif de réduire l'empreinte écologique, économique et sociale. On fait converger tout l'ensemble des transitions que l'on peut imaginer autour de l'écologie, du social, sociétal, numérique. Et il faut aborder, et on aborde aussi bien l'IT en tant que problème tel qu'on vient de voir, mais c'est aussi une solution qui permet d'améliorer certains fonctionnements de processus. Donc, on traite bien les 3 axes autour de l'humain, de la planète et de la prospérité. Et l'éco-conception, c'est bien cette démarche qui va viser à intégrer la protection de l'environnement dès la conception, dès la réflexion initiale d'un service numérique, et tout en ayant une vision globale du cycle de vie. Et on va chercher à réduire l'ensemble des impacts. Je te laisse la main maintenant, Guillaume, sur la structuration.
Alors, déjà en termes de structuration, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de vous présenter une cartographie des acteurs clés. Et comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement nombreux et ça se structure de plus en plus. Alors là, je remercie Aelan qui a fait un superbe travail d'infographie. Je me suis dit, il y a rien de mieux en fait pour présenter aujourd'hui le monde du numérique responsable tel qu'il se construit. Ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de la construction des acteurs et quelque part de la structuration de l'industrie de l'informatique et associée, il y a aussi un cadre et qui commence à devenir réglementaire, qui est aussi en train de s'installer. Ce que l'on observe, c'est grâce aux efforts, par exemple, de l'ADEME, c'est que on est capable de mesurer et on a des poids conséquents, enfin des impacts conséquents sur les équipements numériques. Aujourd'hui dans la vie de tous les jours et quelque part dans l'empreinte que peut avoir tout Français. Et puis voilà, si on regarde des études plus spécifiques, on s'aperçoit il y a des leviers et il y a des moyens de justement d'essayer de contrer cette forte croissance que montrait Stéphane. Donc par exemple, l'ARCEP et l'ARCOM ont un vrai travail là-dessus. L'AFNOR est en train de travailler à définir ce qui pourrait préfigurer une norme sur le sujet. Et puis, il y a aussi une structure qui s'appelle l'Institut du numérique responsable, qui a un très fort avantage d'essayer de coordonner un peu ce travail plutôt référentiel et réglementaire, et puis tout ce qui peut être apporté derrière à la fois à la société civile et au monde de l'entreprise, au monde universitaire également et de la recherche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, en termes de cadre, on pense souvent aux normes ISO, ce qu'on peut constater aujourd'hui, et c'est le manque quelque part qui peut être relevé dans notre domaine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes ISO concernant l'éco-conception de services numériques. Alors il y a cependant un cadre qui est très utilisé, qui permet de définir les bons principes d'éco-conception et qui cadre notamment la logique d'analyse de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à poser un cadre quelque part à un produit qui va être conçu et développé, et notamment par de la mesure d'impact environnemental et par de la mesure aussi de l'analyse d'un process, de telle sorte à optimiser son process avec des bonnes pratiques d'éco-conception. Et le gros avantage, c'est d'avoir ce cadre-là. Malheureusement, à l'échelle d'un service numérique, ça devient extrêmement complexe parce qu'un service numérique, c'est un terminal qui va être utilisateur, mais c'est une consommation de ressources extrêmement éclatée entre du data center, du réseau et voire plus. Donc, ça reste un cadre intéressant à utiliser. Ce qui est aussi beaucoup et de plus en plus utilisé, mais c'est plus à l'échelle d'une organisation, ce sont les concepts de responsabilité sociétale. Et de ce point de vue-là, dans la norme ISO 26001, il y a des éléments qui accompagnent par exemple un éditeur de solutions logicielles à se structurer pour réduire son empreinte carbone. Donc si l'éditeur est capable de réduire son empreinte carbone, de fait, il va être capable de réduire l'empreinte carbone de ses produits. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Alors, j'en parlerai juste après. Il y a aussi la qualité logicielle qui doit faire son travail, et il y a déjà des éléments très favorables par rapport à l'éco-conception. Et puis, j'en parlais, l'AFNOR Spec 2201 est en train de se structurer quelque part un peu comme une norme. Alors, si on regarde la norme qualité produit qu'on connaît pour beaucoup, alors je vous ai refait un panorama des différentes thématiques qui sont abordées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quelques années,
je ne sais pas si ça va parler à certains, sur tous ces domaines quelque part d'exigence, il y avait la conformité réglementaire qui s'ajoutait. Par exemple, en matière de sécurité, il y avait la conformité réglementaire, portabilité, conformité réglementaire, sur, on va dire, toutes les thématiques, ça se retrouvait. Et effectivement, c'était souvent un sujet d'exigences qui allaient compléter quelque part des exigences réglementaires qui allaient compléter les exigences produits. Et aujourd'hui, on pourrait considérer le numérique responsable un peu de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que ça se retrouve en fait à peu près partout, dans toutes les composantes. Maintenant, ce qui est complexe, c'est qu'il faut bien considérer qu'il y a une réelle matérialité dans l'approche du numérique responsable. C'est-à-dire que quand on pense qualité du produit, on pense beaucoup qualité du produit en tant que service numérique, et avec l'approche numérique responsable, on va penser aussi les ressources matérielles qui sont mobilisées. C'est-à-dire qu'on va faire fonctionner du data center, faire fonctionner du réseau, utiliser des terminaux et essayer de les faire durer le plus longtemps possible. En fait, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir intégrer dans ces différentes composantes. Et ce que je voulais mettre en avant, au-delà de ce qui est en haut, qui est souvent assez bien connu et assez bien maîtrisé, c'est que dans la norme ISO 25010, on a une notion de qualité dans l'usage. Et ici, on a des composantes qui sont très intéressantes à utiliser pour définir des exigences orientées numérique responsable. Voilà. Ensuite, voilà, une fois qu'on vous a posé un peu ce cadre qui vous donne des éléments à creuser pour aller chercher des référentiels d'éco-conception, enfin en tout cas numérique responsable, on a voulu vous présenter un certain nombre de référentiels de bonnes pratiques qui aujourd'hui sont déjà en place. Donc, le premier dont on va parler, c'est donc tu as bien fait mention tout à l'heure d'Institut numérique responsable, Guillaume, c'est le GR 491. C'est un référentiel qui est ouvert depuis 2021. Il a été construit avec un large panel de contributeurs qui venaient de l'industrie, des sociétés de services numériques, de l'administration, des banques, voilà. Donc c'était un panel très large et il a pour objectif, parce que c'est aussi un travail qui est en construction continue, il a pour objectif d'apporter un référentiel donc, de bonnes pratiques qui vont permettre, lorsqu'on va les sectionner, on verra par la suite comment on fait ça, d'avoir un certain nombre d'exigences non fonctionnelles qui vont venir se rajouter aux exigences métiers. Et l'avantage de ce référentiel-là, c'est qu'il est extrêmement complet, il permet de vraiment pouvoir faire des sélections et, comme on le verra, en fonction de beaucoup de critères selon la maturité que peut avoir l'entreprise. Et, il est basé sur le cycle de vie, on va le voir, c'est que ce soit le RGESN ou la FNORSPEC 2201 dont Guillaume a déjà parlé, sont aussi sur ce même principe-là. Il couvre tout le cycle de vie, il couvre tous les types de projets que l'on peut faire, il couvre tous les types d'industries, d'organisations, d'entreprises qui peuvent être amenées à travailler avec. Toutes les tailles tailles d'entreprise vont être concernées. Et il répond à un nombre important de recommandations puisqu'il est basé sur, il a aujourd'hui 516 critères de bonnes pratiques qui peuvent être appliqués pour tout ou partie sur un projet. En déclinaison, parce que c'est comme ça ça a été fait initialement, il y a eu le RGESN de la DINUM qui correspond quelque part à la partie environnementale du GR 491 qui lui traite aussi de la partie humaine avec par exemple de l'accessibilité, des données personnelles, etc. Alors que le RGSN lui se focalise sur la partie environnementale en sachant qu'il y a déjà
des référentiels pour l'accessibilité, des référentiels pour les données personnelles qui existants, comme le RG2A et le RGPD, dont vous avez très sûrement entendu parler. Donc ce RGESN est vraiment cette partie environnementale qui a été revue pour être plus proche dans l'esprit de ceux des autres référentiels. Une première version est sortie l'an dernier sur un principe pareil de le même cycle de vie. Ce sont les mêmes familles que l'on va retrouver tout au long de ce cycle de vie, avec une V2 qui est en cours de déploiement, se finalise actuellement, et dont l'objectif sera de se rapprocher finalement des bonnes, de ce qui était bien réalisé dans le GR 491 pour pouvoir faire des sélections, pouvoir faire de l'analyse de maturité par rapport au référentiel qui a été choisi. Donc ça, celui-là est intéressant. Et on a la FNORSPEC 2201 qui, lui, c'est vraiment un niveau supérieur en termes de vision, il est plus macroscopique. Le nombre de bonnes pratiques est de 32 contre 79 critères dans le RGESN et 516 dans le GR 491. Son objectif est plutôt de donner des grands principes de mise en œuvre de l'éco-conception que de donner des critères bien précis d'exigence que l'on va retrouver dans les deux autres. Donc, l'intérêt, donc, c'est en fonction de là où on veut se positionner. Si on veut uniquement le côté environnemental, on ira plutôt sur le RGESN. Si on est bien évidemment plutôt au niveau administration, on sera avec le RGESN. Si on veut avoir une vision plutôt macroscopique pour commencer à se développer, on ira vers la FNORSPEC. Si on veut vraiment rentrer dans tous les sujets, on ira plutôt vers le GR 491. Mais les trois sont vraiment très larges en termes d'application. Il y a un autre référentiel qui lui vient de greenIT.fr, qui est l'éco-conception web. Là, c'est vraiment à direction des développements pour des applications web, qui est un recueil de 115 bonnes pratiques. Et tous ces référentiels-là évoluent régulièrement. Actuellement, le GR 491 va introduire l'IA dans le futur référentiel, future version, chose que fait aussi la version 2 du RGESN. Donc ces référentiels-là évoluent de manière très régulière pour couvrir au mieux l'ensemble des besoins et des usages. Et voilà, pour vous donner une déclinaison concrète, comment est-ce qu'on peut appliquer un référentiel? Là, je vous mets un exemple de la démarche que j'applique sur des projets de nouveaux services numériques au sein de la collectivité. L'idée, c'est de prendre en fait le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui est ni plus ni moins qu'une matrice d'exigences et d'objectifs formulés pour dérouler de façon la plus éco-conçue possible un service numérique. Donc on va avoir les différentes phases, stratégie, spécification, architecture, gestion, définition des contenus, développement, mais il y a aussi toute la partie infrastructure qui vont en fait proposer un certain nombre de lignes. Et l'objectif, c'est de dérouler ces lignes au fur et à mesure du projet. Alors, dans un projet de marché public où on va faire appel en tout cas à un marché public et externaliser quelque part le développement ou l'acquisition d'un produit standard, toute la complexité, c'est que finalement, il y a un certain nombre d'exigences qu'on va pas pouvoir porter par nous-mêmes et donc qu'on va devoir décliner au sein d'un cahier des charges. Donc, toute la complexité, c'est de trouver quels sont les bons leviers et donc quelles sont parmi les lignes celles qui sont déjà applicables au contexte et qui vont pouvoir se traduire en exigences. Donc, c'est tout l'exercice, par exemple, où vous voyez en bas ici, où on a fait une sélection et une définition de la criticité des exigences que l'on souhaite voir être portées par les prestataires qui proposent leur solution. Alors que
plus en amont, en fait, on a utilisé notamment les critères du volet stratégie pour dérouler l'étude avant-projet qui a permis en fait de définir quels étaient les bons critères de décision. Donc on a vraiment deux niveaux d'utilisation de ce RGESN et finalement on pourrait même le découper encore plus parce qu'on pourrait appliquer par exemple le volet spécification et le volet contenu lors de la phase de conception, etc. etc. Quel a été l'apport, hein, très clairement ça a été justement dans le processus de décision. C'est-à-dire qu'il y a des exigences haut niveau qui ont été formulées lors de la phase d'avant-projet, qui ont permis, par exemple, de plutôt aller vers une orientation produit, notamment souvent aller vers du standard, mais aussi une orientation terminaux utilisateurs. Quand on a en tête que la finalité, c'est de garder les tablettes, par exemple, que l'on a au sein d'un service, on peut construire quelque part le service numérique à partir de ce critère et de cette exigence, bien plus que d'autres critères qui sont les besoins fonctionnels, etc. Un point important maintenant, c'est comment on va monter en maturité sur un référentiel. Je vous ai dit que le GR491 avait 516 bonnes pratiques, que le RGESN avait 79, et donc toute la difficulté, c'est d'être capable de monter progressivement pour que ça soit gérable dans une gestion du changement par rapport aux équipes qui sont en charge de concevoir le service. Donc pour ce faire, il y a la possibilité que l'on a, c'est de pouvoir faire de faire des sous-référentiels et de faire des sous-référentiels qui vont être adaptés à la fois à l'entreprise et au projet qui est concerné. Le sous-référentiel va pouvoir se faire sur la base et tu en parlais aussi, Guillaume, tu parlais tout à l'heure de la responsabilité sociétale, donc d'avoir les valeurs de l'entreprise qu'on va pouvoir relier, par exemple, dans le GR491 aux ODD de l'ONU. On va pouvoir utiliser le contexte du projet qui va être amené à concevoir le service numérique. Par exemple, si on doit travailler sur un système qui est en SaaS, tout ce qui va concerner l'hébergement, l'architecture, le back-end, c'est géré par la partie SaaS et c'est imposé quelque part au projet. Donc, il n'a pas à se préoccuper de ces éléments-là. Donc, on va pouvoir éliminer des bonnes pratiques. On va regarder aussi quelles vont être en fonction aussi de la partie RSE, est-ce que l'on a besoin d'aller plus vers de l'environnemental, plus vers de l'humain, pour sélectionner les bonnes pratiques qui seront associées à ces axes-là. On va pouvoir travailler aussi sur la facilité de mise en œuvre. Le GR491 et bientôt le RGESN et les 115 bonnes pratiques de greenIT.fr donnent la facilité de mise en œuvre des critères correspondants. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir en fonction de tout cela, essayer de limiter et de monter progressivement, donc de limiter ce que l'on va mettre en place initialement, en ayant par profil métier qui vont être amenés à travailler peut-être une quinzaine de bonnes pratiques à ajouter pour démarrer, puis une dizaine qui suivront, puis une dizaine ensuite, de telle manière à monter progressivement et ne pas perturber le fonctionnement des équipes projet qui sont amenées à concevoir les services. Donc, on sélectionne en fonction des contextes, on priorise, et ensuite on va déployer progressivement l'ensemble des bonnes pratiques qui auront été identifiées dans le cadre de du référentiel adapté. Ouais. Et juste pour traduire ODD, ce sont les objectifs de développement durable qui sont proposés par l'ONU aujourd'hui avec un certain nombre d'éléments qui peuvent être parfois tout à fait applicables à un projet de service numérique. Donc, c'est par exemple favoriser les mobilités décarbonées, on va dire, ou douces, c'est réduire la consommation d'eau ou des choses comme ça. Égalité femmes-hommes, voilà, tout un tas de concepts intéressants. Je sais plus, c'est toi qui présentais ça, Stéphane, ou c'était moi? C'était à toi.
Alors, au niveau des sources de données, on a déjà mentionné un certain nombre d'organismes, et c'est important parce que à côté quelque part du fait de positionner des référentiels de bonnes pratiques, dans certains cas, on va se retrouver à avoir besoin de mesurer l'impact environnemental du service numérique. Il y a des réflexions aussi pour mesurer l'impact sociétal, c'est encore plus complexe. En tout cas, aujourd'hui, il y a des outils et des données qui commencent à se construire et qui sont vraiment intéressantes. Donc, notamment les précurseurs, et puis quelque part qui portent ce type de données, c'est l'ADEME. Et avec également l'ARCEP qui contribue fortement sur un certain nombre d'études, avec, si certains connaissent, la base impact, qui est très utile, par exemple, pour savoir quelle est l'empreinte carbone d'un PC moyen, d'un smartphone, mais aussi d'autres équipements de réseau, certains objets connectés ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et à l'intérieur de la base impact, il y a un projet de recherche qui s'est aussi introduit, qui a été financé par l'ADEME et qui aujourd'hui peut être utilisable pour des projets de services numériques. C'est le projet Negaoctet. Qui complète quelque part cette base impact avec des données plus précises, avec des données orientées équipement, avec des données détaillées sur les contextes et les équipements utilisés. Donc on est moins sur de la donnée moyenne, mais un peu moins, on est sur quelque chose de plus précis et plus poussé, et aussi des données plus poussées du point de vue des usages. Par exemple, à quoi correspond l'envoi d'un mail, un mail avec une pièce jointe de 1 méga envoyé à X personnes, 3 personnes de mémoire, redondé 3 fois. Donc on a un contexte avec une mesure de l'empreinte environnementale associée. Donc ça, c'est intéressant parce que derrière, on peut utiliser ces données-là pour se construire des ordres de grandeur et faire des analyses d'impact. Alors, on a aussi à côté un groupe de travail qui est très intéressant, qui est Boavista. Si vous ne connaissiez pas, qui propose une base open source avec de la même façon. Quelque part, ils sont allés chercher beaucoup de données de produits pour avoir également des données qu'on pourrait appliquer si on fait une analyse d'impact. Donc sur des empreintes PC, smartphone, composants, assistants vocaux, choses comme ça. On a tout un tas de données qui sont utilisables. Donc là, on est très orienté sur cette base de données équipement, mais Boavista a aussi tout un travail, sur également sur les usages et sur les bonnes pratiques. Et puis, alors, ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller creuser. En fait, en fonction de votre besoin et du service numérique, vous allez avoir des exigences spécifiques quelque part qui peuvent vous venir des référentiels de bonnes pratiques. Et vous pouvez avoir besoin, c'est souvent mon cas par exemple, d'aller chercher des données qui ne sont pas toujours existantes, justement pour compléter quelque part l'objectif de vos exigences avec des éléments de mesure ou des éléments, des objectifs à atteindre en termes d'impact. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Empreinte carbone, par exemple, d'un casque de réalité virtuelle, ça c'est très récent, ou autres éléments. Alors, c'est une chose importante, et là, c'est par rapport à ce que vient de dire Guillaume, il y a beaucoup de sources de données. Donc là, on vous en a donné quelques-unes, mais il y en a, on va en trouver beaucoup plus. Et il faut bien avoir conscience des limites et de la manière dont sont conçus ces outils qui vont vous permettre de mesurer et évaluer les résultats des actions que vous mettez en place à partir des référentiels de bonnes pratiques. On a des sources de données qui vont être différentes, on a des méthodologies qui sont différentes et à l'arrivée, des produits différents vont donner des résultats qui sont différents.
il n'y a pas, ils ne vont pas tous utiliser les mêmes méthodes pour simuler ce qu'on voit depuis un terminal sur toutes les couches au niveau du réseau et des data centers. Certains vont se limiter à certaines parties. Donc, en fait, quand on va vouloir utiliser les outils pour mesurer les impacts que l'on va avoir et donc évaluer les résultats des actions, il faut utiliser systématiquement les mêmes outils, et c'est pas la valeur absolue qui va être importante, mais bien l'évolution que l'on va avoir des valeurs que vont donner les outils, en sachant que eux, par contre, ils restent constants dans le temps. Et donc, c'est bien cette variation qui va être importante. L'objectif qu'il y a derrière ça, c'est de mesurer l'évolution par rapport à la mise en œuvre des référentiels, et c'est bien cette amélioration continue qui doit être évaluée. Et donc, tu peux continuer de mettre les deux autres derrière. Et donc, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir des outils qui permettront d'évaluer en fonction, enfin, sur les trois axes, qui vont avoir des outils qui permettront d'évaluer des conformités à des référentiels, des impacts environnementaux, des impacts techniques. Et ces outils, ils peuvent être sur toute ou partie de la chaîne présentée en bas, depuis l'utilisateur. Quand on parlait du RG2A tout à l'heure, c'est bien au niveau accessibilité utilisateur qu'on va mesurer les résultats, mais on peut avoir donc tout ou partie qui soit inclus dans les outils. Donc, il faut faire très attention lorsque vous voulez évaluer, de bien connaître les données utilisées et la manière dont l'outil fait sa mesure pour pouvoir être sûr derrière d'englober tout ce que vous voulez dans ces mesures-là pour tenir compte de ce que vous aurez mis en œuvre comme action autour des référentiels. Et voilà. Notre... Oui. Bon, merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer à la session et à la séance des questions. Alors, il n'y a pas énormément de questions, mais on va les traiter tranquillement, mais sûrement. Alors, je ne sais pas qui prendra la parole entre Stéphane et puis Guillaume. Première question, est-ce que l'éco-conception n'est pas en concurrence avec les besoins en données nécessaires au fonctionnement de l'IA ? Y a-t-il des solutions compatibles avec l'éco-conception ? Ouais. Et on pourrait citer la sécurité aussi. Ce qui ressort le plus finalement, c'est la sécurité. Et il y a plusieurs approches, il y a plusieurs façons de voir. Non, pour moi, c'est vraiment de la complémentarité. Maintenant, on le sait quand on travaille sur un produit qu'il y a différentes formes différentes catégories d'exigences. Et effectivement, l'objectif, c'est d'éviter de les opposer, ou alors en tout cas de repérer des axes qui peuvent mettre en avant une opposition et à ce moment-là faire des choix. Sur la sécurité, bon, c'est pas le sujet, là c'est plutôt l'IA. Sur l'IA, effectivement, quand on va utiliser des composants d'IA, on peut se retrouver effectivement à être sur une dérive totale du service numérique concernant le traitement de la donnée qui implique beaucoup de transport de données, beaucoup de traitement et évidemment beaucoup de stockage. Donc là-dessus, l'idée c'est d'être complémentaire, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une approche d'IA responsable. Et donc l'objectif c'est de greffer des exigences d'éco-conception au principe d'IA. Notamment, on parle aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est en train de se construire, d'IA frugale. Maintenant, Stéphane le disait bien, c'est très récent et c'est vraiment en train de se construire. Le GR491 commence à intégrer cette partie-là. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? S'ils arrivent à l'intégrer, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, il y a plutôt une complémentarité. Et l'éco-conception va amener des garde-fous et des bonnes pratiques en matière d'IA. Et on revient là aussi, dans ce cas-là, sur une des exigences qu'on retrouve dans tous les référentiels, c'est la notion d'utilité et de faire de vraiment traiter les choses essentielles. Donc, si l'IA est nécessaire à la réalisation du service numérique et qu'elle apporte un vrai plus, il faut, à ce moment-là, il n'y a pas contradiction. Il y a de l'utilité à l'intégrer.
Et c'est cette utilité-là qu'il faut être capable d'évaluer en fonction justement de la valeur ajoutée de l'IA dans le service numérique par rapport aux impacts générés par cette intégration. Et donc là, c'est un compromis qu'il faut réussir à faire entre le besoin réel et de trouver le côté essentiel d'utilisation de l'IA. Mais il y a vraiment, comme disait Guillaume, c'est vraiment de la complémentarité entre les deux. Il faut traiter cette partie utilité qui a des éléments importants. Sachant que on peut revenir aussi au fait que les services numériques sont à la fois le problème et la solution. Là, on a parlé de l'aspect, voilà, il faut faire attention à ce que l'IA ne devienne pas un problème. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que l'IA est quand même souvent un formidable terrain de solution. Et tout l'intérêt aussi du numérique responsable, c'est d'apporter de la mesure, d'apporter de l'analyse qui va permettre d'évaluer effectivement s'il y a un réel intérêt, une réelle utilité et quelque part un ROI sociétal et environnemental à favoriser des composantes d'IA dans les services numériques. Deuxième question qui est assez peut-être connectée, peut-être même la même, comment allier les coûts de conception à la complexité des systèmes informatiques et en data. Je pense qu'on est sur à peu près la même question. Ce que vous en pensez? Oui. Je passe à la suivante. On parle de data frugale, effectivement. C'est vraiment le principe. Ne faudrait-il pas décroître dans le domaine du numérique comme dans tous les autres domaines afin de respecter les accords de Paris? Pourquoi ne pas réutiliser plutôt que de vouloir toujours du nouveau en s'orientant vers les low-tech notamment? Donc c'est déjà quelqu'un qui a un parti pris défini. Voilà. Oui, mais ça fait partie aussi des exigences. On retrouve dans les exigences du RGESN ou du GR 480, on retrouve cette notion de réutilisation. Avant de vouloir créer quelque chose de nouveau, on se pose des questions. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Déjà, se poser la question de l'utilité. Faut-il réellement faire tout ou partie du service numérique? Et si on doit le faire, comment peut-on faire pour le réutiliser quelque chose d'existant? Et si ça n'existe pas, comment faire pour que ce que l'on va créer puisse être réutilisé derrière? Donc tous ces éléments-là font bien partie de ces référentiels. L'idée, c'est vraiment, oui, il y a la notion de décroissance, que ça soit aussi bien dans ce que l'on va, dans la partie conception, décroître dans le fait que l'on va pas créer quelque chose de nouveau, mais réutiliser, mais aussi dans nos usages. La frugalité, la sobriété que l'on doit avoir doit aussi faire partie de la réflexion et éviter dans un cas comme ça, les effets rebonds que peuvent nous proposer certaines facilitations du numérique. Alors là, une question qui va vous intéresser, parce que la suivante est très intéressante. Comment évaluer le ratio service rendu par rapport à la consommation de ressources, RAM, stockage, trafic Internet? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais c'est une des plus compliquées. De toute manière, c'est une des plus compliquées. Ça reste un compromis. Le seul moyen d'y répondre, de toute manière, c'est de mettre tout le monde autour de la table quand on se pose des questions sur les exigences à intégrer dans un service numérique. Et il faut que l'on réussisse à imaginer tous ensemble autour de la valeur ajoutée et des impacts, et de pouvoir derrière, non pas obligatoirement reprendre ou refuser une exigence, mais être capable de pouvoir l'adapter. Et ça, c'est l'adapter avec le métier qui va être capable de relâcher un peu de son niveau d'exigence sur le besoin qu'il a exprimé, pour justement limiter l'impact. Mais c'est une des questions les plus difficiles, c'est un des moments les plus compliqués dans un projet au démarrage, de réussir justement à jauger de cette valeur ajoutée qui est toujours côté métier importante, et qui, en termes d'impact derrière, va être toujours annoncée par les concepteurs comme étant aussi important. Et si je reviens à la notion de qualité d'usage, ce qui est un des sujets très intéressants, c'est la notion d'efficience. Donc il y a une définition aujourd'hui normée de l'efficience, et elle ramène beaucoup à la consommation, à la juste consommation des ressources par rapport aux besoins, à la réponse à un besoin et à un objectif des utilisateurs, du client. Et donc
on a beaucoup ce réflexe depuis des années, effectivement, de bien analyser la performance du service numérique du point de vue, effectivement, de sa consommation de ressources type RAM, mémoire, espace disque, etc. Ce que je veux mettre en avant, c'est la matérialité dans le concept du numérique responsable. C'est qu'on doit aussi penser la consommation ressources d'un point de vue matériel. Donc c'est peut-être ça qui peut parfois manquer aujourd'hui dans des référentiels d'exigence de performance ou d'efficience. Si par exemple vous mettez un fort niveau de performance, mais que derrière vous allez avoir besoin de racheter du matériel, bah, vous ne répondez pas au problème, à la problématique de l'efficience globale d'un point de vue éco-responsable. Donc quelque part vous avez faux. Donc il faut vraiment replacer, donc il faut garder cette notion de performance immatérielle, on va dire. Cela dit, de la mémoire, c'est matériel, hein, quelque part. Mais il faut vraiment replacer au centre la matérialité, c'est-à-dire quand on consomme du service numérique, on consomme du réseau, on consomme donc des switches, etc. On consomme du data center, donc du serveur physique. On fait utiliser des terminaux qui ont pour objectif de durer. Donc c'est ça qui est intéressant de replacer dans les exigences associées à l'efficience. Autre question très intéressante par rapport au référentiel normatif. Est-il prévu d'enrichir les référentiels existants type ISO 25000 avec le point de vue éco-conception? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai abordé depuis quelques temps. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de monde sur le sujet, et c'est vrai que moi, ça fait partie de mes credos. Il faudrait que la 25000 fasse sa transformation. Elle a fait quelque part en tout cas, l'ISTQB a fait sa transformation agile avec l'intégration de l'agilité dans la façon de penser les stratégies, tests et exigences et les tests. Je pense qu'il va falloir effectivement intégrer de façon peut-être plus complète et plus visible la sobriété numérique, mais aussi l'inclusion et l'accessibilité. Alors l'accessibilité, je pense, c'est quand même bien présente, mais les notions d'inclusion aussi sont importantes. Et là, effectivement, c'est toute une question. C'est est-ce que ça devrait être une nouvelle rubrique, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de dilué dans la portabilité, dans les exigences, dans la conformité fonctionnelle, etc., etc. C'est toute une question, mais ça mérite effectivement de le faire. Après, ce qu'on a voulu vous présenter là, c'est qu'il y a des référentiels et des normes qui sont en parallèle en train de s'installer et sur lesquels on peut s'appuyer en complémentarité quelque part de l'ISO 25000. Bon, après, quelques petites questions du style, qu'en pensez-vous des outils d'évaluation automatisée de l'impact environnemental style Frugger ou autre, la plus-value pour l'interrogation, ils consomment beaucoup plus, enfin, ils consomment beaucoup eux aussi pour l'interrogation. Tout l'intérêt de ces outils, c'est bien de pouvoir faire des évaluations dont on a besoin pour mesurer les résultats. Je pense que tous autour de la table, vous le savez, si on ne mesure pas, on n'est pas capable de justifier les actions que l'on a pu mener ou même ne serait-ce que de leur pertinence et de leur efficacité. Donc les outils de mesure sont importants. Des outils comme Frugger sont importants dans le sens où ce sont des outils qui sont bien automatisés, bien intégrés, bien présentés. Ils facilitent énormément le travail pour des entreprises qui n'ont pas obligatoirement les connaissances nécessaires pour pouvoir faire utiliser des outils beaucoup plus, on va dire, frugaux, mais qui sont beaucoup plus compliqués à appréhender. Donc, toujours pareil, on en revient à la notion d'utilité, quelqu'un qui est capable de travailler avec un outil très simple. Et s'il utilise Frugger, c'est peut-être pas utile. Des entreprises qui n'ont pas ces moyens-là ou qui ont besoin d'automatiser, de lancer, parce que le Frugger a aussi l'avantage de pouvoir lancer énormément de mesures en parallèle. Notamment si on a un site web avec, par exemple, des milliers de pages, il est capable de faire cette analyse. Si on doit le faire à la main, c'est quelque chose d'inconcevable. Toujours pareil, on en revient à cette notion-là d'utilité et de compromis qu'il faut trouver entre le besoin réel que l'on a et l'impact que va avoir l'utilisation
l'utilisation d'un outil. Alors, Ce qui est deux intéressant, en questions tout en cas, une. c'est qu'il y a des outils qui arrivent, quoi. Il y a de plus en plus d'outils et ça devient, on commence à avoir une vraie capacité à faire de la mesure. Et ça, c'est vraiment intéressant par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Je me permettrai juste, on peut faire beaucoup d'évaluations encore. Les mesures, il n'y en a pas beaucoup qui fassent de la mesure. Oui, évaluation. On fait de l'évaluation et de la mesure. Il y a Green Spector qui le fait, il y a Scaphandre qui le fait, mais ils sont très peu nombreux à faire de la mesure réelle. Les autres font de l'évaluation. Il ne faut pas l'oublier quand on en parle, ce ne sont que des évaluations. Tout à fait. Une question de la même personne, enfin deux, mais en une, on va pouvoir la traiter. Plutôt que vouloir optimiser la consommation de la production, le plus simple ne serait-il pas prioritairement d'agir sur la consommation de besoins fictifs ou créer ex nihilo en facturant par exemple le gigaoctet? Et puis, il revenait sur la page 7 également, sur la proportion due à la consommation de vidéos. Voilà. Donc, c'est la même personne qui pose ces deux questions. Qui veut répondre? Moi, pour la première question. Sur l'optimisation. Gigaoctet. Il faut mener les deux. Il faut à la fois réussir à optimiser le côté production, ce que l'on conçoit, il faut réussir à l'optimiser. Mais il faut aussi que les services numériques, je parlais tout à l'heure de l'effet rebond, il faut que l'on génère des services numériques qui ont une vraie utilité et qui évitent que l'on rentre dans une consommation. Et ça, le numérique responsable et les référentiels apportent des solutions, pas toutes les solutions, mais apportent des solutions pour éviter, par exemple, le caractère addictif que peut avoir par exemple, un défilement continu qui nous oblige, nous oblige pas obligatoirement, mais qui nous entraîne à défiler et à consommer de la vidéo sur certains films. Donc, les deux doivent se faire. Est-ce que ça doit se faire par de la facturation au gigaoctet? Ça pourrait être une solution, mais je pense que c'est aussi au niveau de la conception des services numériques et qu'il faut travailler sur justement éviter d'entraîner les utilisateurs à cette consommation effrénée. Et en tout cas, les référentiels aujourd'hui donnent des clés sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques, quelque part, qui peuvent se traduire, qu'on va pouvoir traduire en exigence sur son besoin spécifique sur les sujets. Et pour revenir sur la vidéo, typiquement, il y a des exigences et des bonnes pratiques qui sont positionnées sur la gestion des contenus. Alors souvent, c'est vidéo, images et son, mais c'est sûr que il vaut mieux mettre encore plus l'accent sur la vidéo. Alors les images aussi, parce que il y a beaucoup de sites web aujourd'hui. Pour avoir des sites web éco-conçus, il faut travailler beaucoup sur les images aussi, parce qu'un site qui fait peut-être 4 voire 10 fois moins de poids au chargement a un vrai gain s'il y a derrière 10 millions ou 100 millions de vues par jour, admettons. Donc il faut aussi travailler sur les images. Maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de se rendre compte à quel point la vidéo, et notamment la vidéo en ligne, a un poids si important aujourd'hui sur l'empreinte du numérique. Et dernière question pour rester dans les temps, par rapport au système matériel, est-ce qu'il existe des référentiels similaires d'éco-conception par rapport au service numérique? Est-ce qu'on a, au niveau matériel, je pense, on doit avoir également des référentiels similaires? Guillaume, je te vois hocher la tête. Oui, notamment l'ISO 14040 d'abord est construite sur le fait de faire des analyses de cycle de vie de produits fabriqués et non pas de services numériques. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, introduire la notion de service numérique parfois est un petit peu bancal. C'est vraiment adapté à des produits conçus dans la vie de tous les jours. Et effectivement, il y a des référentiels d'éco-conception sur les produits qui sont très intéressants à aller à creuser. Globalement, tout ce qui est autour de 14 ISO 14000 XXX, on trouve des choses intéressantes globalement.
Mais on revient souvent aux mêmes notions, hein, c'est l'analyse de cycle de vie. On travaille sur de la ressource utilisée pour fabriquer un produit et de la consommation d'énergie. Ce sont vraiment les deux grands éléments. Et donc, l'objectif en éco-conception, c'est de travailler à réduire ces deux éléments. Et on va aussi travailler sur le transport, la distribution. Enfin, il y a un certain nombre d'étapes sur lesquelles on va travailler pour améliorer la fabrication du produit. Donc ça, c'est déjà, on peut dire que c'est déjà normé quelque part. Très bien. Écoutez, moi, je vous remercie pour votre présentation. Je rappelle que, évidemment, le replay sera présent sur le site du CFTN d'ici quelques jours. Hein. On enregistre toutes les présentations, les slides aussi, hein, donc n'ayez crainte par rapport à ça. Je vous rappelle qu'à partir de demain, n'oubliez pas de vous inscrire. Hein. Il y a 2 autres très bonnes présentations sur le processus d'exigence au bon niveau, donc la maturité de vos processus d'exigence mis en place dans votre organisation, et des besoins métiers aux exigences logicielles, qui seront présentés également par des personnes connues dans le domaine. Que vous dire encore? Écoutez, on vous remercie. Il est 13h32, on est pile dans les temps. On essaie de rester sur cette dynamique-là. On va vous souhaiter un bon appétit à tous et merci encore pour votre présence. Et à demain. N'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.